Des morts par centaines côté argentin dans le conflit des Malouines, la tension monte de part et d'autre, inquiétude dans toutes les grandes capitales. Pologne, 1300 arrestations après les manifestations d'hier, le couvre-feu est rétabli partout. Le voyage présidentiel dans le Limousin, aujourd'hui la rencontre Mitterrand-Chirac dans la Corrèze. Et puis la réapparition de l'écrivain Jean Edernalier, retrouvé cette nuit et toujours entendu par les policiers. Messieurs, bonsoir. C'est la guerre, une petite phrase en forme de cri qui a réveillé ce matin la conscience de bien des Français. Jusqu'alors, en effet, ce conflit des Malouines avait un petit côté bataille navale qui intriguait sans plus et même parfois faisait sourire. Mais voilà que ce matin, on apprend donc le torpillage du croiseur argentin Général Belgrano que voici avant le torpillage. Ce torpillage a eu des conséquences terribles. Il y avait en effet plus de 1000 personnes à bord. On n'en aurait sauvé que 400, donc 600 morts au moins dans les eaux glacées de l'Atlantique Sud. Et cela continue. Londres fait part d'un torpillage d'un sous-marin samedi dernier et d'une nouvelle offensive sur l'aéroport de Port Stanley, bombardé il y a quelques heures encore. Bref, un pilonnage sans merci. Alors aussitôt, le monde entier s'émeut, à commencer bien sûr par les principaux intéressés, les Argentins. Thatcher, Hitler, disent tous les journaux aujourd'hui. Nous allons organiser tout un dispositif de crise avec tous nos correspondants dans le monde entier en direct. À commencer tout de suite par Bernard Rapp qui se trouve à Londres. Tout à l'heure, Margaret Thatcher s'est présentée devant la Chambre des communes, Bernard. Bien Patrick, on peut dire ce soir encore, et malgré les événements dramatiques de la nuit passée, que Margaret Thatcher n'a pas modifié sa position d'un seul pouce. Elle s'adressait tout à l'heure aux députés et elle a fait une nouvelle fois la preuve de sa détermination. Elle a bien sûr commencé par déplorer le drame d'hier, mais nous n'avons pas eu le choix, a-t-elle expliqué. Le croiseur argentin et son escorte représentaient une menace directe pour la flotte, et notre premier souci, c'est de préserver la vie de nos marins et de nos soldats. Elle a par ailleurs rappelé aux députés que tous avaient été d'accord pour envoyer la flotte dans l'Atlantique Sud et pour repousser les envahisseurs argentins. Elle a enfin renouvelé l'assurance que les négociations allaient se poursuivre pour trouver une solution politique au conflit, mais je crois que tout le monde reconnaît ce soir qu'une telle solution n'est pas pour demain. Enfin, le ministre des Affaires étrangères, qui s'adressait lui aussi aux députés, a été on ne peut plus clair sur ce sujet. La Grande-Bretagne s'opposera à tout cessez-le-feu tant que l'Argentine n'aura pas évacué les Malouines. Bref, vous le voyez ce soir, on n'a pas du tout d'état d'âme à Londres, même si l'on déplore les tours tragiques pris par les événements. Bien Bernard, nous vous retrouvons dans quelques minutes avec votre invité, un député conservateur britannique, mais sans plus attendre les positions des grandes capitales Est-Ouest. Première d'entre elles, Washington, une position extrêmement gênée. Le général Haig disait il y a 2 heures que la tragique destruction du croiseur argentin risquait d'accroître l'intransigeance de Buenos Aires. Édouard Laure. Oui, effectivement, Patrick, on a eu, il y a quelques instants, connaissance d'une réaction d'Alexander Haig dans la matinée. Je crois qu'il faut la lire entre les lignes, parce que le secrétaire d'État a d'abord rappelé le manque de souplesse des Argentins jusqu'à aujourd'hui, mais il a ajouté que le tragique incident de ce matin risquait d'accroître un peu plus l'intransigeance de Buenos Aires, ce qui, à mon avis, équivaut à une condamnation de l'opération britannique aujourd'hui par Washington. Et à votre avis, Edouard, est-ce que cela va modifier l'attitude des Américains à l'égard des Britanniques? Écoutez, dans l'immédiat, j'aurais tendance à vous dire non. Cela dit, il faut bien voir que depuis 2 jours, les Britanniques ont un peu surpris la Maison-Blanche. Hier déjà, lorsque Francis Pym a dit à New York qu'il ne voyait pas très bien pourquoi on ferait appel à l'ONU pour servir d'intermédiaire. Et deuxième chose, avec cette affaire de ce matin, je ne suis pas sûr que la Maison-Blanche s'attendait à ce que les Britanniques aillent aussi loin. Alors, c'est vrai, il est évident que la Maison-Blanche ne peut pas revenir en arrière. Elle a choisi le camp britannique d'une façon parfaitement claire. Mais, si vous voulez, compte tenu des commentaires qu'on faisait ce matin à Washington, dans le style « là maintenant, ils vont trop loin », il n'est pas impossible que les Américains fassent comprendre aux Britanniques, disons discrètement, mais fermement, que maintenant, ça suffit. Et ce qu'on peut dire, Edouard, c'est que pour l'instant, d'autres alliés des Anglais vont déjà beaucoup plus loin que cela, puisque l'Irlande a demandé l'arrêt des sanctions de la communauté européenne contre l'Argentine. Elle a même réclamé une réunion urgente du Conseil de sécurité. Bonn a exprimé son émotion et sa préoccupation. Paris a fait part de sa consternation. Il s'agit là du mot employé par le Quai d'Orsay en fin de matinée. Il est vraisemblable que le Conseil des ministres de demain sera appelé à aller plus loin.
Dans les trois cas, donc, je le répète, Dublin, Bonn, Paris, il s'agit de capitales qui s'étaient, dès le départ, rangées derrière la bannière britannique. Alors en face maintenant, une réaction attendue et importante, celle de Moscou qui tient le bloc occidental pour responsable du conflit armé. Patrick Menet. Moscou hausse le ton. Les Malouines, ce n'est pas l'affaire de la Grande-Bretagne et de l'Argentine, c'est l'affaire de l'impérialisme occidental, écrit ce soir le journal du gouvernement, les Izvestia. Pour Moscou, les États-Unis et aussi leurs alliés européens sont responsables dans leur ensemble de la guerre des Malouines. Les Izvestia accusent le bloc occidental d'étrangler littéralement l'Argentine, tout cela pour assurer à Washington une base stratégique en Amérique du Sud. Le ton est donc très dur à Moscou. Il faut noter cependant que jamais l'URSS ne suggère qu'elle va se ranger officiellement dans le camp argentin. Pour l'instant, il n'est question à Moscou que d'aide morale, mais surtout pas militaire. Voilà, en attendant une correspondance de Buenos Aires, qu'on me dit imminente, avec notre correspondant Claude Guénière. Tout de suite, retour à Londres avec notre invité Percy Grieve, député conservateur et donc à ce titre farouche partisan de Mme Thatcher. Monsieur Grieve, bonjour. Lorsque vous avez appris ce matin par la radio ce qui s'était passé finalement dans les eaux de l'Atlantique, est-ce que vous n'avez quand même pas eu, disons, un pincement de cœur et une nuance de regret? Pas de regret, je déplore la perte de vie de jeunes marins, mais tout ça aurait été évité si l'Argentine n'avait pas fait son agression, ou ayant fait son agression, se serait retiré selon la demande des Nations Unies. On regrette évidemment des pertes, mais on ne peut pas se défendre contre une agression sans des pertes. Monsieur Grieve, qui commande en Grande-Bretagne aujourd'hui? Ce sont les généraux ou bien c'est Mme Thatcher? Au point de vue tactique, évidemment, ce sont les généraux et les amiraux sur place. Au point de vue politique, naturellement, c'est pas Mrs. Thatcher parce qu'elle est Premier ministre, elle est primus inter pares. C'est Mme Thatcher et son gouvernement au point de vue politique. Monsieur Grieve, on a un peu l'impression qu'entre 8 jours de guerre rapide et intensive et disons plusieurs mois de négociations, vous avez choisi la guerre. Non, ce n'est pas une guerre, nous ne sommes pas en guerre. Nous agissons selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui nous permet de nous défendre, car nous sommes victimes d'une agression. Il ne faut jamais l'oublier. L'article 51 a un peu bon dos dans tout cela quand même. 500 morts pour les Malouines, c'est beaucoup peut-être. Oui, mais peut-être l'Argentine se retirera. Mais si l'Argentine ne se retirera pas, serons-nous obligés, par exemple, d'atterrir sur les Malouines. Et si nous atterrissons sur les Malouines, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas plus de pertes que 500 morts? Je ne sais pas. Mais la question est, est-ce que l'Argentine va s'incliner devant la demande de tout le monde civilisé et se retirer? Et on fait une agression. Eux, ils ont parlé de trahison. Mais le trahison, excusez-moi, le trahison était la trahison de ceux qui ont fait une agression pendant que nous étions en pourparlers. Bien, on va peut-être avoir une réponse à votre question avec le témoignage de notre correspondant sur place à Buenos Aires, Claude Guénière, envoyé spécial depuis le début de cette crise des Malouines, qui nous envoie donc son reportage qui nous arrive à l'instant sur la réaction de l'opinion argentine. Le siège du gouvernement. La junte est aussi muette que cette sentinelle. Pas un mouvement, pas une réaction. En me réveillant ce matin et ayant appris la nouvelle dans la nuit, j'ai allumé ma télévision. Il y avait un programme de variété. J'ai pris la radio. On donnait de la musique. Changé les boutons. On parlait du temps. Seulement, toutes les demi-heures, la nouvelle, sèche. Le croiseur Belgrano a été coulé par les Britanniques. 400 marins ont été sauvés. D'autres le seront. On a repéré des canaux de sauvetage à la dérive. C'est tout. Pas un mot contre l'anglais. Pas de déclaration alarmiste. Si, dans la rue, une affiche collée cette nuit, mais fabriquée il y a 2 ou 3 jours. Maintenant, jusqu'à la mort. Et en anglais, I am sorry, je suis désolé. Sachons donner nos vies pour nos Malouines, affirme encore l'affiche.
et sachant donner la mort à ceux qui veulent nous les prendre. Mais personne, ou presque, ne regarde. C'est irréel. L'émotion ici semble moins grande qu'en Europe, où je suis sûr que les titres des journaux sont plus dramatiques que ceux-là. Il y a des survivants, titre le premier. Seul celui-ci, anglais assassin et vengeur. Les autres, on sauve des naufragés. En dehors de la zone de blocus, le croiseur Belgrano est coulé. Enfin, le dernier titre, deuxième jour, sans combat. La musique s'échappe des magasins qui sont pleins. Personne n'a l'oreille collée à son poste. Demain, l'Argentine joue au football contre la Bulgarie. Seul, devant le siège de la nation, quotidien argentin, dans une rue piétonne au pied des banques, le peuple discute. Il est ému, mais surtout déterminé. Je voulais vous demander quelle était votre réaction après le torpillage hier par les Anglais. Écoutez-moi, je suis argentin et j'ai 60 ans. Mon première situation est que le pays, les petits Islandes, ils sont nôtres. Ils sont à 300 km. Ils sont 14 000 km de l'Angleterre. Ils sont nôtres, toujours nôtres. Je suis prêt pour donner ma vie pour l'Argentine. Même aujourd'hui? Même aujourd'hui. J'ai dans la main, je suis à compter les deuxièmes. Et vous n'avez pas l'impression peut-être que les Anglais sont plus forts que vous? Non. Parce que c'est nécessaire, nous sommes 28 millions. Il est nécessaire de prendre 30 millions pour amasser à tout le monde de nous. Ma réaction en tant que père, c'est une profonde douleur. C'est la conséquence de la guerre. Mais ma réaction en tant qu'adulte, et que je ressens moi comme tous les Argentins, et je peux parler en leur nom, que je ressens c'est la peine. Mais aussi l'assurance que nous nous battrons. Nous nous battrons pour défendre ce qui nous appartient. Respetando todas las ideas de todos los otros países, pero principalmente la nuestra. Ce que nous voulons, c'est la liberté pour tous les pays, comme pour le nôtre. Nous voulons la liberté. Et quand on demande si vous négocier, non. On a voulu négocier, maintenant c'est terminé. La diplomatie a ses limites. On l'a dépassée. Un limite. Voilà, le peuple argentin est ce soir déterminé et plus que jamais. En fait, le témoignage le plus émouvant que j'ai entendu, c'est cette nuit. Dans une salle de presse, une journaliste demandait à un Argentin s'il y avait des rescapés. Alertée par son accent, l'homme lui demandait « Qui êtes-vous » Elle répondait « Je suis anglaise » et elle se mettait à bredouiller, émue jusqu'aux larmes. Elle disait « Je m'excuse, nous ne voulions pas cela, je suis désolée ». « Je vous en prie », répondait l'Argentin. Oui, voilà, un reportage extrêmement instructif sur la fierté de ce peuple et l'intransigeance de Buenos Aires, tout comme celle de Londres. Nous l'avons constaté avec notre invité britannique. Voilà, je crois, ce que nous pouvions dire ce soir sur le conflit des Malouines, mais à tout moment, bien sûr, grâce à notre dispositif de liaison en direct avec Buenos Aires, Londres, Washington et Moscou, nous pouvons interrompre ce journal pour vous faire part des informations qui se bousculent sur nos téléscripteurs. Deuxième point chaud dans le monde ce soir, la Pologne. De nombreux éléments nous laissent en effet penser à une reprise en main du régime après la timide libéralisation de la semaine dernière. Le rétablissement du couvre-feu à Varsovie et dans plusieurs départements, et puis surtout l'arrestation de plusieurs centaines de personnes à la suite des manifestations d'hier. 1372, nous dit le ministère polonais de l'Intérieur. Philippe Châtenay. Varsovie a retrouvé aujourd'hui une apparence plus calme et presque toutes les traces des émeutes d'hier ont été effacées. Pourtant, cette explosion de violence a bouleversé les données de la situation polonaise. D'abord, il faut souligner l'ampleur des manifestations. 50 000 personnes à Varsovie et de véritables combats de rue qui ont duré plus de 7 heures. De plus, dans d'autres villes polonaises, il y a eu des émeutes semblables, ce qui confirme encore la gravité des incidents. En tout cas, les dirigeants de Solidarité ont fait la preuve hier qu'ils étaient capables de mobiliser, malgré l'état de guerre, des dizaines et des dizaines de milliers de Polonais. Les émissions de la radio clandestine de Solidarité ont d'ailleurs repris hier soir pendant quelques minutes. Philippe, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'escalade dans la répression? Il se peut, la première réaction des autorités polonaises a bien sûr été de réprimer, 1372 arrestations, rétablissement du couvre-feu comme vous le disiez, mais je crois que c'est en partie pour satisfaire la tendance dure parmi les dirigeants polonais, et aussi bien sûr pour plaire à Moscou. Parce que le problème du général Jaruzelski, c'est en fait avant tout l'économie polonaise qui est moribonde, qui est mourante. Et à cela il y a deux raisons. D'abord, les ouvriers polonais eux-mêmes qui travaillent au ralenti, qui bien que ne pouvant pas manifester autrement que dans la rue,
ou dans leur lieu de travail, leur opposition, travaillent tout à fait au ralenti. Et d'autre part, les sanctions économiques occidentales qui, semble-t-il, selon de bonnes sources, portent des coups terribles à l'économie polonaise. Et le général Jaruzelski sait bien que pour lever ces deux obstacles, il n'y a qu'une seule solution, c'est libéraliser, lever l'état de siège et rendre sa légitimité à Solidarité. Voilà, en tout cas, l'agence TASS qui évoquait les manifestations d'hier a parlé, elle, de désordre. La mort du ministre algérien des Affaires étrangères, Mohamed Ben Yahya, il se rendait en visite officielle en Iran. Les autorités de Téhéran ont aussitôt accusé l'aviation irakienne d'avoir pris en chasse l'avion algérien et d'avoir été à l'origine de la catastrophe. Déjà, l'année dernière, le ministre algérien, que vous voyez à droite de l'écran, avait été sérieusement blessé dans un autre accident d'avion au Mali. On avait même annoncé sa mort. Il avait 50 ans et avait fait partie des négociateurs des accords d'Évian. Enfin, encore un mot sur les affaires internationales pour vous dire qu'une jeune fille palestinienne a été tuée et 5 de ses camarades blessés par balle par l'armée israélienne qui réprimait une manifestation à l'intérieur de leur école dans le territoire de Gaza. Deuxième et dernière journée du voyage du président de la République dans le Limousin, un voyage plus politique encore qu'hier. François Mitterrand rencontrait en effet Jacques Chirac en Corrèze, une rencontre retardée par la pluie cet après-midi. À chacun son rôle. Quand le Premier ministre, chef d'une majorité socialiste, vitupère l'opposition à Paris, le président de la République explique en Corrèze qu'il comprend très bien qu'on lui dise « je refuse votre politique ». Précisément, cette rencontre avec Jacques Chirac, cet après-midi à Neuvic, à l'occasion de l'inauguration du musée de la Résistance, Henri Queuille, symbolise bien cette volonté de dialogue. Ce n'est pas si mal, dira François Mitterrand, de voir réunis ici différents responsables politiques. Quant à Jacques Chirac, eh bien, il ne dira rien. Il est vrai que ce n'était pas prévu au programme. Le leader du RPR ne commentera ni la déclaration de Pierre Mauroy, ni les propos du chef de l'État sur l'opposition. C'était ce matin à Brive. L'opposition, je sais ce que c'est, monsieur le maire. J'en ai une excellente pratique. Je pourrais même vous donner des conseils. Alors je dirais à d'autres qu'à vous, voilà, oui, ça, jusque-là, ça va. Au-delà, ça se gâte. Je remarquerai qu'il y en a de toutes choses dans une démocratie, qu'il y en a qui, tout en préservant la fermeté de leur pensée et la rigueur de leur action, et ils ont raison, savent s'insérer, s'intégrer, demeurer dans le mouvement général de notre pays. Et jamais ne récuser, au nom de leur passion propre, l'intérêt général. Il y en a quand même quelques-uns qui ont quelques peines à franchir ce pas. Bon, je serai indulgent pour eux. Je ne sais pourquoi, au cours de l'expression d'hier, je disais, après tout, personne ne conteste. Si, il y en a. Je voulais dire, personne de sensé ne peut contester que aujourd'hui, il existe un chef de l'État très assuré de la confiance du peuple. Ce matin, le Premier ministre avait dénoncé ce qu'il appelait les tentatives de déstabilisation menées par l'opposition. Il avait solennellement mis en garde chacun contre la dégradation du débat public. Il s'en prenait là aux récents propos de Claude Labbé, de Charles Pasqua et de Christian Bonnet. Le socialiste Paul Quillès, de son côté, a enfoncé le même clou, estimant qu'il était temps que l'opposition cesse ses outrances. Quant à Valéry Giscard d'Estaing, qui lui s'exprimait à huis clos dimanche dernier au Conseil national du mouvement des jeunes giscardiens, il a jugé que la France s'enfonçait au niveau économique et international. Des propos rapportés par le leader des jeunes giscardiens, Patrick Gérard. Voilà donc pour le débat politique du moment, mais retournons dans le Limousin pour parler cette fois économie. Le contexte n'y est pas très favorable, en effet. Une population active agricole 2 fois supérieure à la moyenne nationale, un tissu industriel très lâche, orienté vers des activités, disons, traditionnelles, et puis une position géographique à l'écart des grands courants de l'industrialisation. Bref, le retard est important, ont pu constater Alain Doubesky et André Saura, mais malgré tout, quelques entreprises ont pu quand même voir le jour, non sans difficulté. Le Limousin, pays élevé, froid, pluvieux. C'est Michelet qui l'écrit, et il ajoute « Une population honnête, timide et gauche par indécision ».
Faut-il trouver là l'explication de la situation peu brillante de la région? En Limousin, le chômage est plus faible que dans le reste de la France, mais c'est un triste record puisque ce sont les jeunes qui partent faute d'emploi. Dans de nombreux cantons, les seuls employeurs sont souvent mairie, hôpital ou bureau de poste. Bien sûr, il y a la chaussure, la porcelaine, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas avec ça qu'on ira de l'avant. Pourtant, depuis moins de 10 ans, le revenu par habitant remonte. Cela se traduit très concrètement dans la vie de certaines communes. Nous avons fait la construction de la brigade en 1972. En 1973, le 1er avril, les gendarmes prenaient possession de la brigade et il y avait 5 gendarmes. Maintenant, il y a 6 gendarmes, poste d'adjudant. Et les PTT? Les PTT, nous étions descendus en 3e et maintenant c'est remonté en 2e. Et la perception également. Nous avons 4 employés à la perception. Et tout cela grâce à l'arrivée d'une entreprise dans le village. En Limousin, pas de ressources minières, pas d'empire textile. Comité d'expansion, chambres de commerce ont entrepris un travail de fourmi. Convaincre, attirer quelques entreprises de taille modeste, électronique, mécanique, papier-carton. Ceux qui se risquent jusqu'ici sont souvent jeunes. Ils ont envie de faire avec cette région, l'avant-dernière par sa population active, c'est souvent difficile. Je pense qu'il y a un problème conjoncturel, c'est sûr. Il y a un problème d'adaptation à ce qui se passe actuellement sur le plan français, sur le plan européen. C'est sûr que c'est dur. C'est sûr que c'est dur de se battre. Si on regarde le rapport INSEE, on se rend compte que le Limousin est vraiment en arrière, à tout point de vue, est en arrière par rapport au reste de la France. Toujours selon l'INSEE, les salaires en Limousin sont de 18% inférieurs à la moyenne nationale. Explication, un industriel du papier-carton nous la donne. On a des difficultés pour trouver du personnel qualifié. Autrement, point de vue personnel, si c'est du personnel de manutention, si c'est du personnel non qualifié, là il n'y a aucun problème. Des emplois rares, du personnel peu qualifié, c'est la conséquence d'une évolution désastreuse débutée au siècle dernier. Pas de stratégie globale, industrielle ou de transport. Et même, plus près de nous, au début de ce siècle, un ancien se souvient d'occasions ratées pour toujours. Quand la ligne de chemin de fer Montluçon-Guéry devait passer par la souterraine. Alors, il y a plusieurs propriétaires terriens, des gros propriétaires, n'ont pas voulu donner leur terrain aux Romiers Bretons d'Orléans. Pour que la ligne ne passe pas, la ligne de chemin de fer ne passe pas par la souterraine. Finalement, cette ligne s'est transplantée et ça aurait fait une population de plus. Pour expliquer ce démarrage tardif et lent de l'industrie limousine, on évoque la puissance conservatrice des agriculteurs. On évoque l'enclavement de la région, son climat. On évoque les hommes. Les plus audacieux, on le dit, sont partis dans les grandes villes hors Limousin. Mais, depuis quelques années, de plus audacieux encore tentent leur chance dans cette région et essaient de la faire progresser. Pierre Mauroy a mis en place ce matin une commission consultative permanente pour les rapatriés qui pourra avoir un avis sur tout ce qui concerne cette catégorie de la population. Jean-Maxime Lévesque, l'ancien PDG du Crédit Commercial de France, lance un nouveau mouvement, l'UNIR, l'Union nationale pour l'initiative et la responsabilité, qui se veut en première ligne du combat pour les libertés. Assemblée nationale, le projet de loi sur l'audiovisuel poursuit son petit bonhomme de chemin. La nuit dernière, les députés ont adopté le principe de l'institution du Conseil national de la communication qui comprendra finalement une 50aine de membres, parmi lesquels des représentants de courants de pensée religieux et philosophiques. Et puis, le gouvernement a accepté un amendement communiste instituant un temps d'antenne pour les organisations syndicales représentatives. Voilà, j'en viens maintenant à l'épilogue de l'affaire Allier, épilogue qui est peut-être déjà un grand mot, puisque l'écrivain à l'heure actuelle est toujours entendu par les policiers, quai des Orfèvres à Paris, des policiers qui essaient de comprendre ce qui a pu exactement se passer pendant ces 10 jours jusqu'à sa soudaine réapparition, vous avez vu, cette nuit à Paris, Porte-Maillot. Alors sur place, Daniel Catelin, que se dit-il, quai des Orfèvres ? Oui, Patrick, il y a maintenant près de 6h30 que Jean Edernalier est entré ici, au 36 quai des Orfèvres. 6h30 qu'il est entendu par les hommes de Jacques Jean-Sial, le patron de la brigade criminelle. C'est une interview d'un genre tout à fait inhabituel auquel est soumis Jean Edernalier. Les policiers, en effet, se relaient pour l'interroger successivement
afin d'essayer de trouver des contradictions de détails dans son histoire. Pourquoi, par exemple, est-il monté cette nuit à bord de la BMW du peintre yougoslave, alors qu'il y avait sur place porte-maillot des gardiens de la paix qui étaient là pour un accident de la circulation? Pour le reste, Jean Edernalier a renouvelé son récit. Nous avons ainsi pu apprendre qu'il a dit avoir été enlevé parce qu'il comptait des amis socialistes au sein du gouvernement. Il a précisé également qu'il avait été détenu dans un réduit, une sorte de grand placard, dans lequel il ne portait que ses sous-vêtements. Il n'en sortait, a-t-il dit, qu'une couverture sur la tête, sauf toutefois pour regarder la télévision. Les informations qui le concernaient, c'est un détail d'ailleurs qui a retenu l'attention des policiers. Il n'a vu... Pardon ? Vous n'avez pas d'autres informations majeures sur cet enlèvement ? Non, simplement il a précisé qu'il avait lui-même convaincu ses ravisseurs de le relâcher. Je précise que pour l'instant il n'est toujours entendu que comme témoin et non pas en garde à vue. D'accord, bien, de toute façon nous vous retrouvons à 23h15 dans notre dernier journal. Les deux gangsters évadés il y a un mois de la prison de Liancourt, arrêtés hier soir à Aulnay-sous-Bois, près de Paris, ils étaient les auteurs d'une prise d'otage. Et puis le début du procès de Lamoko Cadiz, procès qui se passe à Chicago et pour lequel se sont rendus sur place une cinquantaine de maires bretons. Nous allons les retrouver peu de temps avant l'ouverture du procès, non pas à Chicago, mais à New York. Aucune ligne dans la presse américaine, aucun reportage à la télévision. Le procès de Lamoko Cadiz est occulté par les titres sur la guerre des Malouines et la prochaine ouverture du procès sur la tentative d'assassinat du président Reagan. À New York, les 60 élus bretons ont débarqué dans l'anonymat. Seuls les Bretons émigrés dans la 5e avenue ont réservé un accueil chaleureux à leurs cousins de Bretagne. Même à l'ONU, il n'y a pas eu de réception officielle. C'est en payant l'entrée comme de simples touristes que les élus ont franchi les portes de l'Assemblée des Nations Unies. Heureusement, les avocats américains des plaignants français sont plus mobilisés. Pour eux, c'est une longue procédure qui commence. Dans le procès sur la responsabilité, chaque partie va présenter ses experts, parce que chez nous, c'est contradictoire. Il n'y a pas d'experts nommés par le tribunal qui décide. Chaque partie présente ses experts, et les experts donnent des évidences pour prouver qui sont les responsables, et l'autre côté va essayer de démontrer qu'ils ne sont pas responsables. Alors, à quelques heures de l'ouverture de ce procès à Chicago, est-ce que vous êtes optimiste, Peter Bullrich? Ah oui, je peux vous dire très nettement, très carrément, nous sommes très optimistes en ce qui concerne le résultat sur le procès sur la responsabilité. Un reportage donc réalisé hier. Paul Lefebvre, pourquoi Chicago ? Pour trois raisons. La première raison, c'est que Chicago est le siège du principal actionnaire, c'est-à-dire la Standard Oil of Indiana. La deuxième raison, c'est que la procédure américaine est beaucoup plus rapide. Et que troisièmement, si le procès avait eu lieu en France, les décisions n'auraient pas été exécutoires aux États-Unis. La convention judiciaire franco-américaine est insuffisante sur ce point. Alors vous savez que c'est un procès extraordinairement compliqué, car finalement, Lamoko Cadiz était l'un des plus beaux exemples des pavillons de complaisance. Et je vous rappelle que la moitié de la flotte marchande mondiale est sous pavillon de complaisance. Alors le procès va prévu pour 1 an et demi, et 2 temps, et un seul juge. Alors 2 temps, le juge Frank McGarr a 3 mois pour dire qui est responsable. Et ensuite, il a 1 année pour fixer les indemnités. On parle de 3 à 4 milliards. En premier lieu, la bataille se situe au niveau de la responsabilité. Les Américains disent il y a eu déficience des pouvoirs publics français pour venir au secours du pétrolier et pour l'éloigner des côtes. Et les Français disent mais en fait ce bateau n'était pas en règle, il n'était pas en état, son capitaine et son équipage étaient incompétents et l'appel au secours a été trop tardif. Vous vous souvenez des appels, des négociations avec le remorqueur allemand. Alors donc le juge McGarr a 3 mois pour organiser et pour démontrer la responsabilité et en somme créer une jurisprudence de droit maritime international qui sera très très importante par la suite. Donc vous le disiez, un long procès en perspective, nous le suivrons bien évidemment et régulièrement nous en donnerons des échos. Avec vous maintenant, Alain Gillot-Pétret, la météo pour demain. Eh bien, j'ai pas une bonne nouvelle, c'est toujours du mauvais temps avec des températures franchement désagréables, comme vous l'avez tous constaté. Aujourd'hui, on est très en dessous des normes. Alors pour demain, c'est assez simple. Sur l'est du pays, du nord-est au Roussillon et à la Corse, très mauvais temps, beaucoup de nuages, avec des pluies abondantes, localement même orageuses et des rafales de vent de sud. Ça s'améliorera très lentement dans la journée, surtout sur le Roussillon, grâce à un peu de tramontane. Sur une grande moitié ouest du pays, là, c'est un ciel variable, surtout au sud de la Loire où les éclaircies seront plus belles, mais au nord il y en aura beaucoup moins. Les averses seront beaucoup plus nombreuses au nord de la Loire.
accompagné d'une rafale de vent d'ouest tournant à nord-ouest. Donc ce n'est pas du beau temps pour demain. Les températures non plus, bien c'est sans grand commentaire, c'est à peu près comme aujourd'hui, c'est toujours très frais sur le nord-ouest du pays, 11 degrés à Brest, 13 à Cherbourg, partout ailleurs sur les températures en dessous des normes largement. On peut éteindre son chauffage sur le couloir, dans le couloir rhodanien et sur la Méditerranée, c'est tout, ailleurs vous pouvez le laisser. Demain notre agenda, mercredi 5 mai, 4 minutes de soleil supplémentaire, levé 6h25, couché 21h10, c'est la fête de toutes les Judith. Voilà, à 23h15, Jacques Merlino reviendra sur les principales informations de la journée, que je vous rappelle, l'aggravation de la crise au Malouines, des centaines de morts, sans doute 600 militaires argentins. En Pologne, 1300 arrestations après les manifestations d'hier. En France, le retour de Jean Edernalier et la rencontre Mitterrand-Chirac. Et puis je pense que Jacques Merlino vous donnera les résultats d'une journée très importante en football, sans doute l'attribution du titre à Monaco ou à Saint-Étienne. Demain, Antenne de Midi sera à Évian pour le festival d'Évian et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h. Bonsoir à tous.